Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Et là, on va pas perdre de temps. On est avec le premier commerçant de France. Michel-Édouard Leclerc va nous accompagner pendant une demi-heure. Michel-Édouard Leclerc donc, est avec nous. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Je suis ravi de vous voir. On a plein de questions à vous poser. Tiens, je vais démarrer avec Amazon, Michel-Édouard. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on se parle, ça fait 10 ans qu'on voit monter la chronique Amazon. Là, tout à coup, ça m'a fait tilt ce matin. Je me suis dit, Amazon, c'est Leclerc il y a 50 ans. Il y a quelque chose de ça, peut-être plus puissant, parce qu'il y a 50 ans, Leclerc, c'est Landerneau. C'est par la marginalité qu'il y a l'audience, alors qu'Amazon, c'est par la puissance. Aujourd'hui, c'est par la puissance. Michel-Édouard Leclerc, moi je me souviens, alors on se tutoie, hein, voilà. Ici on se tutoie, je me souviens de toi, il y a peut-être 20 ans, devant Emmanuel Chin, souriant un peu de ce Jeff Bezos qui perdait des millions et tu disais il va jamais y arriver. Moi je suis quelqu'un qui s'est trompé sur le diagnostic, c'est-à-dire que moi j'aime mes concurrents, je m'instruis de mes concurrents, je regarde. Mais Amazon, je n'ai pas su pendant longtemps le regarder parce que je regardais son compte d'exploitation devant le comptoir et je n'avais pas compris, comme d'ailleurs beaucoup de commerçants français, mais je ne dis pas ça pour me dédouaner, je n'avais pas compris que son compte d'exploitation, il le construisait derrière le comptoir, avec la data, avec la revente des données, avec l'analyse comportementale, avec les gains de productivité. Parce que Jeff Bezos, on l'a oublié, quoi. C'est d'abord un libraire. C'est au départ un libraire, il est dans l'économie physique, et sa saga, elle est assez proche de celle de mes parents, sauf que ça va beaucoup plus vite. Mais c'est pour ça que ça m'a intéressé tout à coup, je me suis dit. Et surtout, le combat, c'est le même que le tien. Le combat, c'est le prix, c'est le service au consommateur. Avec une dimension qui m'a aussi fait réfléchir, c'est l'accessibilité. Parce que le prix, si c'est pas pour tout le monde, c'est une frustration pour ceux qui n'ont pas accès. Amazon, c'est vrai qu'il y a du Leclerc dans le combat, dans la prestation d'Amazon, mais l'immensité de l'offre fait que tout ce qui était un combat qui a été celui de ma vie, de faire un petit bout pour la parapharmacie, un petit bout pour le livre, un petit bout pour les produits pétroliers, etc., lui, il arrive avec pratiquement tout, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est fascinant. Moi, je suis pas émerveillé, mais je suis fasciné par le fait que, je le dis, un libraire dans l'économie physique pense le problème de l'approvisionnement de ses librairies, crée un instrument logistique, un instrument informatique, intègre le client, ce que ne faisaient pas les meilleurs logisticiens à l'époque, et reconstruit toute son architecture de distribution à partir du client. Amazon, c'est une révolution. On l'a pas vu venir, on a vu l'effet de puissance. On continue en France à voir Amazon le puissant, effectivement Amazon qui paye pas les mêmes impôts que nous, etc. Il y a un vrai sujet de distorsion de concurrence dans les prestations d'Amazon, mais ça c'est aux politiques de le résoudre. Mais attends, mais autrement, mais c'est le Michel. Alors j'ai la date en tête, 1974. C'est le combat de Michel-Édouard Leclerc pour avoir le droit de vendre de l'essence. Là aussi, tu mettais en avant des sujets de distorsion. Là aussi, tu voulais casser les rentes. Oui. Là aussi, tu disais à chaque fois tout ce que je vais gagner, je vais le remettre dans le prix pour le rendre au consommateur. Oui, mais je payais mes impôts. Et je payais mes impôts en France. Et lui aussi, il paye ses impôts. Non. Il paye ses impôts en France pour une partie, mais... Il paye ses impôts là où c'est le plus efficace pour lui. Cite-moi un seul chef d'entreprise qui ferait autrement. Leclerc n'a pas délocalisé ses centres de profit. Mais parce que tu peux pas délocaliser. Mais si on peut. Bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. Nous ne l'avons pas fait. Qu'est-ce que tu aurais pu délocaliser Mais tous les centres de profit. Pourquoi Total le ferait? Pourquoi les banques l'automobile le fait, etc. Non, la réalité... Toi, ta vente, elle est en physique, les gens, ils passent à la caisse, enfin, n'importe quel contrôleur du fisc voit exactement quel chiffre d'affaires tu fais. Et là, il faut que tu actualises tes données. Parce que Leclerc, c'est presque 5 milliards à partir du digital, c'est-à-dire que ça va... Il y a 5 ans, j'avais annoncé ça. Hein, je me suis 5 milliards sur le digital, mais combien sur le reste? J'ai pas le chiffre d'affaires de Leclerc. Milliards, voilà. C'est 10%. C'est 10%. 10%, ça va vite. Ouais. 10%, c'est énorme. Parce que l'histoire des centres Leclerc, c'est pas 50 ans, c'est 70 ans, d'accord? 50 ans, c'est la mienne. Même pas. Moi, c'est 40 ans. Ce qui est déjà les rides sur mon front. C'est ça, c'est 74. Hein, c'est le combat sur l'essence, en fait, quand on commence à te voir toi, voilà. peut-être ton père. C'est un combat pour la concurrence, mais c'est
des indépendants français, des Bretons, des Vendéens, des Normands, sous l'enseigne Leclerc, qui réclament le droit de vendre des carburants moins chers. D'accord ? Mais on paye nos impôts en France, on a les coûts de production en France, on est dans le système social français et on est dans les normes françaises. Non, j'insiste pour la comparaison. C'est-à-dire que Amazon, aujourd'hui, il a pour lui, et il faut le créditer, l'avance, la modernité, il est pionnier, il a l'accessibilité, des savoir-faire extraordinaires. Moi, ça me challenge. Ça challenge mes collègues des centres Leclerc. Et nous rivaliserons avec Amazon, et nous commençons à rivaliser avec Amazon avec notre modèle, mais en respectant, ou en essayant de respecter, les normes françaises, d'accord ? On ne délocalise pas. On le fait avec des boulets dans les pieds par rapport à Amazon. Et on va y arriver. On va y arriver. Donc ce que je ne veux pas, c'est faire d'Amazon un bouc émissaire. Ça, c'est très important. Ni un modèle, ni un bouc émissaire. Ni un modèle, ni un bouc émissaire. D'ailleurs, tu t'es amusé, alors j'ai pas la capture d'écran, j'aurais dû, mais tu t'es amusé sur ton blog à envoyer une capture d'écran donc d'Amazon, avec l'ensemble des livres des grands gauchistes qui sont vendus sur Amazon et qui derrière, évidemment, sur les plateaux de télé vont aller dénoncer le méchant géant américain. Il y a deux moments dans ce qui s'est passé depuis un mois. Il y a d'abord Monsieur Castex, le Premier ministre, contre qui j'ai rien, et j'imagine que c'est compliqué de prendre une décision politique devant tant d'intérêts, de conflits d'intérêts, etc. Donc je ne fais pas de procès. Mais par contre, quand tout d'un coup, à la demande de députés d'opposition, de pseudo-petits commerçants ou de petits commerçants, il fait fermer les rayons que nos salariés avaient bien organisé en respectant le plan sanitaire. Là, il y a de l'incompréhension. Et c'est vrai que dans les magasins, j'ai des salariés qui disent ils travaillent pour Amazon. Je vais te montrer. Attends, je vais te montrer une photo. Ouais. On va montrer deux photos. Ouais. Alors, on va voir la première. Normalement, elle va arriver. Là, c'est miracle. C'est miracle. Voilà, elle est là. Regarde ça. Oui. Ça, je trouve que c'est... Alors, moi, elle me bouleverse, cette photo. Voilà, je crois qu'elle va bouleverser tous les parents. Mais elle rend hommage, finalement, à ce que tu es. C'est-à-dire, parce que c'est une phrase de toi, ça, hein, moi, je fais Amazon en 3D. Ouais. Et ce petit môme qui peut pas rentrer, finalement, dans l'univers 3D dans lequel il voudrait rentrer, dans cet univers des jouets, voilà. Bon, ça, c'est joli. Mais il y en a une autre derrière, qui est effectivement plus revendicative. Ah, ça, c'est... Voilà. Ouais. Ça, c'est au centre Leclerc de Plougastel-Daoulas, c'est chez moi en Bretagne. Donc pour ceux qui nous écoutent à la radio, celle qui était tout à l'heure, c'est un petit môme donc devant le rayon jouet qui est complètement interdit évidemment. Et là, c'est un gars qui est en slip à la caisse et qui dit s'habiller, c'est aussi essentiel. Voilà. Oui. Alors. Donc, photo, je le dis d'un mot, sur le blog, je bosse en grande distribution, blog passionnant, qui parfois tape un peu sur tout le monde. Les grands distributeurs. Ouais. Voilà, il y a un compte Twitter formidable et c'est là que j'ai retiré ces photos. Oui, alors il faut distinguer deux choses, l'émotion et la réalité d'une crise sanitaire, d'accord ? La crise sanitaire, elle nous emmerde. Et c'est pas le gouvernement qui a inventé le Covid, quoi. Faut être clair. Non, tout à fait. Donc, quand on a des ministres qui sont poursuivis en justice, y compris après coup, dont on nous dit qu'ils étaient populaires quand ils partent, mais quand ils y étaient, on leur a fait procès. Donc je comprends aujourd'hui que M. Véran pète les plombs devant l'Assemblée nationale qui vient de le chercher alors qu'il a été perquisitionné chez lui. Je comprends la difficulté de M. Castex et je comprends qu'il s'isole de toute la pression des lobbies, puisque de toute façon, après, on va venir le chercher en responsabilité. Ça sert à rien de lui faire un procès en autocratie. Il sera seul devant les tribunaux après. Donc faut savoir le dire, sinon c'est de la démagogie. Après, c'est vrai que nos salariés, chez Carrefour, chez Leclerc, etc., ils n'ont pas compris quand on nous a fait fermer tous les rayons non alimentaires considérés comme non essentiels. Parce qu'au fond, on avait été agréé, le ministère de la Santé avait agréé les plans de circulation, de distanciation, les marquages au sol, etc. Et même, on leur a envoyé la police contrôler simplement 24 heures après la sortie des décrets. Donc ils ont travaillé la nuit. C'est normal qu'ils ont réagi un peu violemment. Non, mais au-delà de ça, alors je crois que... Mais par contre, quand ils ont dit, Monsieur Castex, là vous faites le travail d'Amazon, c'était pour dire, vous n'avez pas pris en considération
notre propre travail, à nous, d'accord? Alors que la vente en ligne, tout ça va profiter du fait qu'on soit fermé. Parce que c'est des salariés derrière les boîtes. Bien sûr, il y a des profits, mais il y a les salariés aussi. Et donc, ça, c'était la première action. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des pétitions qui sont mises en ligne contre Amazon par des gens qui disent il ne faut pas faire profiter Amazon de cette période de fermeture de nos magasins non essentiels. Et ça, je trouve ça assez hypocrite parce que c'est la conséquence d'une décision politique. C'est la conséquence aussi d'une avance d'Amazon, d'une avance légitime. Donc on ne va pas faire d'Amazon notre bouc émissaire. Tu sais, Michel, et je crois que tu es tout à fait conscient de ça, s'ils n'avaient pas fait ça, fermer tes rayons non essentiels, comme on dit, des commerçants seraient venus les casser. Tu as connu ça avec les agriculteurs. Et il y aurait eu... Moi, je lis partout, ils ont des antennes, ça remonte. Et on ressent ce que doivent ressentir les petits commerçants qui ont fait rentrer tout ce qu'il fallait pour Noël et qui se retrouvent avec une trésorerie à sec. Je crois que tu aurais eu des vrais problèmes dans tes supermarchés. Alors, moi, j'avais pas... c'est sûr qu'il y avait une manière de faire les choses. Mais il faut arrêter le cinéma. Les petits commerçants alimentaires sont tous ouverts. Oui, mais bien sûr. Donc, de quoi parlons-nous? Dans le jouet, on ne parle pas de petits commerçants. Non, on parle de l'habillement, on parle de la chaussure. Dans le jouet, on parle de 3 chaînes franchisées qui s'appellent La Grande Récré, Jouet Club, etc. C'est pas des petits commerçants, d'accord? Donc, on a un peu tout mélangé avec ce concept d'équité, d'égalité, etc. Donc, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut fédérer la société française pour sortir sur les conditions du déconfinement. Moi, ce qui me fait peur, c'est les conditions du déconfinement. Monsieur Castex avait été appelé Monsieur Déconfinement et non pas Monsieur Confinement. Si on déconfine trop tard et de manière comme ça précipitée, anarchique, ça va être une 3e vague. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est commencer à ouvrir, moi, c'est ma préconisation, au vu de ce qui est dit sur toutes les chaînes, sur le plan médical. Dès que la courbe d'hospitalisation descend, il faut préparer le déconfinement, il faut permettre à tous ceux qui ont de la surface, qui respectent un protocole sanitaire, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit, économiquement, financièrement. Il faut permettre aux jouets, aux librairies, surtout qu'il y a du conseil dans les librairies, il y a du personnel. Il faut ouvrir le plus tôt possible pour étaler les flux d'achat de Noël. C'est vraiment important parce que après, il suffira d'une seule caméra de télévision. Rappelez-vous l'effet Nutella, je crois que c'était chez mes copains d'Intermarché, vous avez fait une promo. Il suffira d'une image où on verra des gens s'agglutiner et on va encore nous refaire fermer. Et donc, moi, je pense qu'il faut démarrer dès en avance, quitte à multiplier les contrôles, mais ouvrir le plus tôt possible. Ces rayons non essentiels, c'est quand même... Alors, je ne sais pas si tu as donné des chiffres. Moi, j'ai des chiffres de syndicats qui parlent d'une baisse de 20% du chiffre d'affaires dans les hypermarchés. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Tes confrères, en fait, Auchan, Carrefour, ont mis 30% des effectifs en chômage partiel. Plus que ça, Carrefour a annoncé 78 000... Enfin, ce n'est pas tous les effectifs qui sont en chômage partiel. Ce sont des dossiers de chômage partiel. C'est pas pour parler de Carrefour, c'est pour parler de toi. Ouais. Tu refuses pas de chômage partiel chez Leclerc? Il y a moins de 3% de chômage partiel dans les centres Leclerc à date. Il y a les magasins qui ont été complètement fermés, les espaces culturels, etc. Ouais. Mais encore, on a demandé au personnel d'être réaffecté sur le drive ou sur le click and collect. Et donc, il y a moins de 3%. On ne va pas coûter cher à l'État. Voilà, je dis très simplement. Et c'est un choix politique. Le conseil d'administration de notre enseigne, ce sont des adhérents, ce sont des propriétaires de magasins, tu les connais. Ils ont décidé, mais c'est aussi... dans leur culture de Vendéens, de Normands, de Bretons, ils ne veulent pas qu'on dise demain qu'ils ont profité de la crise. Et donc pour ce marqueur, ils ont incité profite de la crise en mettant des gars au chômage partiel, Michel-Édouard. Quand même, l'État paye. Hein. Oui. Oui. Mais on en dira un mot. On ne sait pas comment, mais on est d'accord. L'État paye avec de l'argent gratuit. Et donc les centres Leclerc ont fait... moi, je trouvais ça vachement bien. Oui, non, mais c'est pour ça que ça m'a surpris. Et en fait, ce sont c'est un engagement citoyen. Propriétaires de magasins. Oui, et vraiment... Après, j'ai vu Challenge a dit Michel-Édouard Leclerc se vante, ou Capital, etc. Non, moi, je suis très fier que des propriétaires de magasins qui ont, comme tout le monde, des dettes, etc., même si ce sont des gros magasins, ils
ils ont décidé d'avoir ce marqueur, de limiter l'utilisation du chômage partiel. Et au siège, par exemple, alors qu'on entend plein de chefs d'entreprise mettre les salariés du siège en chômage partiel, nous les avons mis en télétravail, on a fourni des ordinateurs à tout le monde, il y a presque 900 personnes qui sont parties du siège avec leurs ordinateurs, etc. Et il y a très très peu de chômage partiel. Il y a eu... c'est volontaire, hein, c'est volontaire. Ah, mais on a compris, je crois que tout le monde a compris. Ouais. Il y a eu pendant le premier confinement une dynamique incroyable dans la grande distribution. Enfin, je pense que toi, c'est ta vie, tu as dû vivre ça comme les fondateurs d'Auchan, c'est leur vie aussi. Ils ont dû vivre ça comme une forme de revanche quand même incroyable. Nous savons, nous, commerçants français, grandes enseignes modernes, mais aussi des franchisés, etc. Nous savons que finalement le public, il est chez nous. Leclerc a 19 millions de foyers français qui viennent faire leurs courses dans un centre Leclerc. Nous ne sentons pas l'opprobre de la société française. Même, on fait partie des entreprises les plus populaires en France, au même titre que L'Oréal, Danone, EDF, etc. Mais c'est dans les élites françaises qu'il y a eu une sorte de révélation. Notre secteur a été le premier à s'organiser très très vite. Alors Bruno Le Maire a beaucoup aidé à l'organisation de toutes ces filières, le ministère de l'Agriculture de l'époque aussi, Madame Agnès Pannier-Runacher. On a ouvert des sites WhatsApp, on a échangé avec les transporteurs, et tout ça en une semaine. Nous avons édicté nos protocoles de sécurité qui ont été nos protocoles sanitaires qui ont été validés par le ministère de la Santé. On a mis très peu de temps pour on a vu monter les trucs de plexiglas. Moi, voilà. Et avec des difficultés. C'était très spectaculaire. Mais c'était en interne. Ma question, elle était en interne, Michel-Édouard. C'est-à-dire, il y a eu, on l'a vu tous nous, une mobilisation de vos salariés. Énorme. C'était un truc de dingue. Ce qui se passait dans les magasins, on voyait aux caisses, etc. Et tout. Nous-mêmes d'ailleurs, alors on pouvait pas les toucher. Il y avait ce truc de plexiglas, mais on les remerciait en fait de faire tout ce qu'ils faisaient. Est-ce que cette dynamique, elle est maintenue en interne? Comment est-ce que tu arrives à maintenir, comment est-ce que tes indépendants arrivent à maintenir cette dynamique? Ils sont sur le carrelage. Moi, j'ai les Centres Leclerc, c'est une association de commerçants indépendants. Hein, on l'oublie, c'est pas Michel-Édouard Leclerc. Même la famille Leclerc ne touche pas de royalty. Hein. Moi, j'étais salarié, je ne suis plus, mais j'étais salarié des Centres Leclerc. Aujourd'hui, je suis leur fédérateur, je suis auprès d'eux, mais c'est une coopérative de commerçants indépendants, mais ils sont dans leurs magasins. Et on a des patrons, c'est plus ou moins bien, mais c'est plutôt bien. Ils ramassent eux-mêmes les papiers par terre si ça traîne. Ils veulent que tout soit au carré, au petit poil. Et puis, si vous voulez, c'est pas un directeur national qui vient les contrôler. C'est pas un directeur régional qui les pilote. Chaque magasin aujourd'hui, d'abord, c'est leur bien, c'est leur patrimoine. Ils vont perdre du chiffre d'affaires, donc du coup, ils vont essayer d'en perdre le moins possible. C'est une sorte de capitalisme familial extrêmement réactif et qui fait corps aussi avec son salariat. Et justement, on parle beaucoup c'est peut-être du paternalisme, moi je m'en fous du terme, mais il y a quelque chose de très fort. C'est pas du paternalisme parce qu'il y a de l'intéressement. Il y a de l'intéressement à l'ensemble des résultats. 25% des bénéfices avant impôt au personnel. C'est-à-dire que dès qu'un magasin fait le moindre profit, la règle d'enseigne, c'est qu'il en distribue 25% sous forme d'intéressement, de participation, de gratification ou de prime. Et mon père était un gaulliste dit de gauche. Et donc ça veut dire que si la dynamique, là on va voir, parce que pour le coup elle est un peu cassée pour vous la dynamique, mais enfin c'est vrai que sur le premier semestre elle a été très très forte. Si cette dynamique elle reste très positive à la fin de l'année, l'ensemble de ceux qui se sont mobilisés dans les supermarchés, ils en toucheront les fruits à travers vos dispositifs d'intéressement, comme chez Intermarché. D'ailleurs. Alors chez Intermarché, je pense pas qu'ils aient ce contrat. En fait, si, c'est un de tes, pour le coup. Thierry Cotillard. Non, alors pas Thierry parce qu'il arrête. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Non, c'est propriétaire de 2 Intermarchés à Lyon, très intéressant, qui s'occupe de l'innovation et tout. Alors qui est venu me dire qu'ils avaient des dispositifs d'intéressement pareil. Nous discutons beaucoup entre Intermarché, Système 1, les commerçants indépendants. D'ailleurs, on fait la course en tête. Vous faites la course en tête. Voilà. Il y a aussi Lidl et Aldi qui sont pas trop mauvais parce que justement. Non, mais on va en parler après ça. Fini sur l'intéressement parce qu'après. Et en fait, nous étions les seuls à avoir dans le contrat d'enseigne cette obligation. Pour devenir Leclerc, pour exploiter un magasin sous enseigne Leclerc, il suffit pas d'être un bon commerçant, il suffit pas d'être parrainé, cautionné donc d'être coopté, mais il faut aussi avoir une politique sociale dont le marqueur c'est l'intéressement et la participation.
Donc, effectivement, on n'a pas donné les chiffres, je parle sous ton contrôle, 721 magasins, 536 adhérents, leader avec 21,6% de part de marché, c'est ça le tout dernier chiffre, hein. Ah ben si je l'avais le chiffre d'affaires, mais c'est hors carburant, 39 milliards d'euros. C'est hors carburant et hors taxe. Et hors taxe, voilà, hors taxe. Le monde d'après, Michel-Édouard Leclerc. Le monde d'après, il sera multiformat et multicanal. Attends, d'abord le prix. C'est-à-dire, moi, je t'ai entendu en sortie de confinement dire, attendez, moi, vous êtes gentils, les amis, tout votre truc. Il n'y a plus personne qui nous demande de remonter les prix. Hein. Voilà. Parce que même si ça fait mal de changer de discours, même dans l'agriculture, etc., il faut d'abord vendre, quoi. Les fêtes de Noël, les foie gras, etc., il va falloir les vendre. Hein. Donc, moi, je suis d'accord. On a pris l'engagement, nous, les centres Leclerc, de ne pas les brader. On ne va pas brader du foie gras, etc. Mais quand même, il faut les vendre. Et donc, aujourd'hui, la priorité, c'est pas de dire halte à la guerre des prix, etc. C'est de faire en sorte que nos magasins soient attractifs pour que des gens qui ont peur sur l'emploi, qui ont peur sur leurs revenus, qui sont confinés et qui n'ont pas forcément envie d'acheter, enfin, il faut qu'on leur donne envie d'acheter des produits français et d'acheter de la production agricole française. Et donc ça, c'est aujourd'hui le discours, c'est plus sur les conditions d'accueil, c'est sur la qualité des produits. Attends, restons sur ces promos, parce qu'aujourd'hui, la loi, on en a beaucoup parlé, la loi Egalim, limite les promos. Est-ce que tu demandes là qu'elles soient mises entre parenthèses ? Non, je demande rien. Là. On est sur le feu. Même avec moi, je lisais sur le foie gras, très bon exemple. 80% du foie gras, il est vendu en promotion grâce à des promotions aujourd'hui. Oui, mais le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances ont dit qu'il y avait des possibilités d'assouplissement des pratiques de la loi au fur et à mesure qu'il reste des stocks. D'accord, donc on va le faire, mais on va le faire discrètement. On ne va pas casser le marché, quoi. C'est ça, hein, d'accord. Mais le principe, c'est d'écouler. Le principe, c'est de vendre. N'oubliez pas, en plus arrive la grippe aviaire, donc ça va, même si vous savez qu'elle n'est pas transmissible à l'homme, ça va encore rajouter au discours dans les médias sur l'anxiété ambiante. Donc ça, c'est notre priorité. Les centres Leclerc sont en attitude complètement volontariste pour vendre la production française, pour écouler cette production. Et ça, je crois que tous nos collègues de la distribution qui sont vraiment sur le terrain, c'est leur préoccupation immédiate. C'est pour ça qu'on demande à rouvrir aussi. Hein, parce que le driver, ça reste le prix. Parce que le driver, dans une société dont la moitié de la population a perdu du pouvoir d'achat au premier semestre, 2,5% de perte de pouvoir d'achat au premier semestre, au troisième on n'a pas les chiffres, c'est évident que le prix est une clé de lecture fondamentale pour l'achat. La moitié, j'avais pas ce chiffre en tête, Michel-Édouard, la moitié de la population, pour moi c'était 20-25% de la population qui avait perdu. Non, c'est la moitié de la population a perdu du pouvoir d'achat. Et vous savez, c'est vrai qu'on a ces chiffres d'épargne qui faussent complètement le truc parce qu'on a un chiffre global et on a nous qui avons effectivement pu faire beaucoup d'épargne et ceux qui sont tout en bas de l'échelle qui ont pas 100 milliards d'épargne chiffrés il y a 2 mois, mais bon, c'est pas 25% de la population. Bah oui, la plus, voilà, celle qui a les revenus. Et puis, est-ce que c'est une épargne au sens étymologique? C'est aussi une incapacité de le consommer. Donc, Et puis, il y a la peur, parce que tout le monde le dit, tu l'as dit aussi, l'année prochaine, ça va décaniller. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir du mal à survivre. Alors, dans la restauration, faut pas oublier que nos clients, ce sont des gens qui travaillent aussi ailleurs. Nos clients sont des gens qui travaillent en restauration, qui travaillent dans les stations de ski, qui travaillent dans l'hôtellerie, qui travaillent... Et donc, automatiquement, leur secteur est très sinistré. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a dit depuis 6 mois sur consommation plus responsable, circuit court, recherche de choses plus saines, etc. et tout ça vole en éclats devant le prix et le retour effectivement des hard discounters. Donc non, ça ne s'oppose pas. Ça ne s'oppose pas. La pratique de consommation pendant le Covid, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Faut la juger comme une parenthèse. C'est une situation de crise. Elle ne dit pas la tendance. Le fait que les gens bouffent des pâtes, des produits industriels, c'est juste parce qu'on ne peut pas faire ses courses où tout à fait. Monde d'après. Et l'offre est... Par contre, cette préoccupation sanitaire sort renforcée. Et donc, le pouvoir de cette narration ouverte par les États généraux de l'alimentation sur une meilleure alimentation, plus saine, qui signe ses origines, qui renforce le local, sa traçabilité, les arguments nutritionnels, Nutri-Score et tout ça, la crise va être un accélérateur du mieux manger, du mieux consommer. Parce qu'on parle toujours de l'alimentaire, mais c'est vrai pour le plastique, tout le gaspillage et tout. Tous ces thèmes vont se retrouver
accélérée, la prise de conscience va se trouver accélérée par la crise. Et le deuxième sujet que la crise accélère, c'est la mutation de l'appareil de distribution. On voit bien aujourd'hui que le recours au click et collect, dont parlent un peu facilement les ministres et tout ça, nos commerçants ne sont pas vraiment prêts, ils n'ont pas de plateforme, et quand bien même Bruno Le Maire ou le gouvernement donne des aides pour les réaliser, ça ne se réalise pas comme ça. Enfin, il y a un front de vente et il y a derrière des entrepôts, des conditions de travail et tout ça. Et donc, on voit bien que c'est un accélérateur du digital, c'est un accélérateur du web commerce, que cette crise, et on voit bien sur nos drives, quoi. Nos drives nous ont apporté 1 million de consommateurs nouveaux dans les centres Leclerc au premier déconfinement. 1 million de consommateurs nouveaux qui se sont presque les 2/3 sont restés et se sont répartis entre le drive et les hypermarchés. Vous voyez, Et parce que ça, c'est un combat pour toi. La marketplace Leclerc au service des petits commerçants. Alors, je suis pas sûr que... Avec ta marque, toute ta puissance, t'es pas sûr qu'ils seraient d'accord pour le moment, monter dans le même bateau? Moi, je trouve que ça le fait. Intermarché l'a proposé. Oui, Intermarché le propose. Je crois que d'autres, peut-être Carrefour aussi, avaient proposé que des libraires viennent et tout. Bon, ce sont des produits non essentiels, donc ils ne peuvent pas le faire. Mais la réalité, c'est que le monde du commerce reste, mais peut-être que c'est tant mieux pour le consommateur, un monde tellement concurrentiel que c'est très difficile de le faire ensemble. Et honnêtement... Oui, je comprends, je suis un peu angélique en fait. Non, mais on voit les choses comme ça, en toile impressionniste, mais dans la réalité des gens sur le terrain, si Leclerc est bon, c'est parce qu'il a voulu challenger Carrefour, que Carrefour est venu nous challenger en province. Si demain nous allons pouvoir nous développer sur le digital, c'est parce que nous, et moi, à l'interne, j'ai fantasmé Amazon. Après m'être autocritiqué, j'ai grossi l'effet Amazon. Mais vous pensez bien que Amazon, avant qu'il décanille le centre Leclerc de Concarneau, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce que nous aurons... Tu dis encore, il n'y arrivera pas? Mais non, il n'y arrivera pas. Parce que nous aurons pris sa technologie, son savoir-faire, et parce que on va faire du Amazon, mais en plus humain, en gardant... mais il ira livrer en 2 heures à Concarneau, Michel-Édouard. Tu ne pourras pas le faire, toi? Mais on ne livre pas à 2 heures à Concarneau au même prix qu'on va trouver le produit au centre Leclerc de Concarneau. Parce qu'à Paris... Dans les grandes capitales européennes et mondiales, Amazon, il joue, quand il lance, non, mais je comprends. Il a le plus fort pouvoir d'achat du pays à chaque fois. Ouais, tout à fait. Et donc, il peut se permettre... En plus, on revient à la question du départ. En interdisant les promotions et même en obligeant les discounters à remonter leur prix à 10% de marge minimum, comme c'était dans la loi Egalim, on a fait un pont d'or à Amazon. Il gagne au moins 10% en livrant à Paris. Donc, pour demain... aller conquérir la France, il va se taper des Netto, des Intermarchés, des Leclerc, croyez-moi bien, des Système U et des Carrefour qui vont muter aussi, qui vont retrouver leur verdeur. Je peux le dire, je le dis d'un mot, il se trouve qu'effectivement, j'ai eu l'honneur d'assister à une des conventions des centres Leclerc, de voir ces 500 indépendants là, les débats, mais incroyable qu'il y a entre ces indépendants. Et il y avait un de ces débats, ça ne nous rajeunit pas, c'était faut-il mettre des Amazon Lockers sur le parking des centres Leclerc. Eh bien, aujourd'hui... Sacré débat passionnant. Non, mais juste d'un mot, les amis, vous voyez bien le truc. C'est d'un côté, tu ouvres la bergerie au loup, mais d'un autre côté, tu t'attires aussi du trafic. Et les débats étaient incroyables entre vos gars. Il y a 2 courbes qui arrivent. Il y a Amazon qui se rend compte qu'à un moment donné, il a tellement de produits qu'on ne les voit pas. Et en plus, l'ordinateur, tout le monde est dessus. À la fin, c'est chiant de faire tout le temps sur l'ordinateur. Au début, mes enfants, tout le monde y va. C'est passionnant. Donc, première courbe. Télétravail, plus après les courses sur l'ordinateur. À la fin, on a les yeux comme ça. Et donc, Amazon, il est en train d'ouvrir des boutiques. Comme Apple a ouvert des Apple Store. Comme Nespresso, qui était parti sur... Donc, il y a un mouvement qui va des pure players vers au moins l'ouverture de showroom, si ce n'est de magasins. D'accord ? Et il y a nous, qui avons des magasins avec du personnel compétent, qui se voit, qui est humain, qui est de plus en plus spécialisé. Dans chaque rayon, les rayons deviennent des caves à vin, etc. Il y a quelque chose de plus qu'un simple alignement sur Internet de toutes ces bouteilles. Et ça fera la différence. Et ça continue pour toi. Les 2 courbes vont se rencontrer. Moi, je pense
que les meilleurs hypermarchés de Leclerc, de Hude, d'Intermarché, etc., ils vont avoir des showrooms, mais en plus, on va faire de l'Amazon en 3D avec des personnes dedans, quoi. Et donc, franchement, le samedi, qu'est-ce que vous préférez faire, hein? C'est ça. Et je pense qu'on va gagner cette bataille. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'Amazon un bouc émissaire comme d'autres petits commerçants à une époque, effectivement, de Carrefour. Exactement, c'est incroyable. On retrouve les mêmes arguments. Je pense qu'il faudrait ressortir les coupures de presse d'il y a 40 ans. Je pense que mot pour mot, on retrouve la même chose quand la grande distribution a commencé vraiment à se répandre aujourd'hui. Juste un mot, blocage des surfaces commerciales et tous ces sujets-là, est-ce que c'est un sujet qui à un moment va limiter, toi, ton développement? Parce que c'est ça aussi qui se profile dans c'est-à-dire dans le monde d'après. On voit bien que c'est pas pensé, que c'est pas construit, puisque d'un côté, on a des élus, que ce soit Madame Hidalgo dans Paris, mais dans beaucoup de capitales où arrivent les Verts, par exemple, ils nous disent on veut plus de centres commerciaux, à l'instar du petit groupe du comité des citoyens, là, qui est la Convention citoyenne. La Convention citoyenne. Plus de centres commerciaux, etc. Donc on a des gens qui disent ça. Et puis, en même temps, on nous demande de faire des centres commerciaux plus verts, plus écologiques. Entre arrêter, entre ne pas les mettre là, entre nous dire moderniser, venez pas en centre-ville. Ouais. Si on fait pas de centres commerciaux dehors, les centres commerciaux, les hypermarchés, c'est 80% de la distribution française. Enfin, les magasins spécialisés avec. Bon, est-ce qu'on veut les remettre en centre-ville? Mais est-ce que vous êtes sûr qu'écologiquement, c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que du point de vue des flux d'approvisionnement, c'est vraiment ce qu'il faut faire? Vos drives piétons, là, ça marche? Ils sont rentables? Oui, tout ça reste encore assez marginal. Et puis il y a des partenariats qui se mettent en place. La Poste aussi fait du commerce. Donc en gros, là encore, comme tu dis, c'est pas pensé. Voilà, il y a de la réaction épidermique. Oui. Et à chaque fois, cette réaction épidermique se met Il faut penser l'ensemble de l'aménagement du territoire à l'aune de ces possibilités d'ubiquité et de mobilité que réclame le consommateur. Donc lui dire tu vas plus en centre commercial, tu retournes en centre-ville, mais en même temps tu rentres pas avec ta bagnole et les camions pourront pas approvisionner les magasins, et même avec les 4 voies maintenant, patinettes, les camions pourront pas s'arrêter. Bon, ça le fait pas, d'accord? Donc il faut repenser l'aménagement du territoire. En plus, je pense que l'idée qu'il y a un seul modèle d'aménagement du territoire, c'est con, quoi. Il y a des villes historiques, il faut préserver les quartiers historiques, mais dans les villes modernes qui sont multipolaires, on peut faire des centres commerciaux qui soient de nouveaux éléments fédérateurs de la vie sociale. Et puis, au fond, doit-on demander au commerce de combler le vide de la vie sociale collective dans les villes? Et la culture dans tout ça, et la vie sociale. Pas le rapport avec la limitation des surfaces commerciales. Si on veut limiter les surfaces commerciales à l'extérieur pour remettre de la vie sociale au cœur des villes, ça passe pas forcément par la marchandisation. Ça me fait drôle de voir des mecs de gauche qui disent qu'il faut remettre du capitalisme et du commerce au cœur des villes. Michel Edouard. On peut mettre de la culture, on peut mettre du spectacle vivant, on peut mettre des cafetards, on peut faire des écoles, des agoras. Il reste 3 minutes. Qu'est-ce que tu as appris dans ce choc incroyable qu'on a tous traversé? Moi, j'ai découvert une solidarité humaine très très forte. Je suis je suis un émotif, je suis quelqu'un qui est à l'écoute. Bon, on se connaît un peu, et là, d'entendre mon collègue de Système U, Dominique Schulcher, la voix presque en pleurant, me disant son cluster en Alsace, d'entendre, de voir Intermarché nous dépanner pour des masques et nous dépanner la Fnac. Il s'est passé un truc, on se tire des bourres. Non, Intermarché, non, c'est à raconter, mais ça viendra. On en apprend tous les jours, les amis, sur Bismarck. Ça viendra, mais non, il s'est passé. On est vraiment concurrents. On se tire vraiment des bourres. Un centre Leclerc dans une ville face à un carrefour, quoi, ça se déchire. Mais c'est ce que le consommateur nous demande et ce que le législateur nous demande, entre parenthèses. La concurrence, pas l'entente. Mais en même temps, derrière ça, il y a des hommes, il y a des femmes, et aussi bien au niveau du salariat qu'au niveau du patronat, il y a eu beaucoup d'échanges. Et je peux vous dire que pour aller très vite, c'est pas les patrons qui décidaient et qui travaillaient sur toutes ces mesures sanitaires. Il y a eu énormément d'autonomie de décision dans les magasins. Les salariés avaient envie de rentrer chez eux aussi en leur disant c'est nous qu'on l'a fait, quoi. C'est ça, hein. Ouais. En fait, je fais un beau métier.
Je suis très fier. Mais ça, t'en as jamais douté que tu faisais un beau métier, t'as jamais eu... non, mais c'est toujours tous tes combats à chaque fois, non mais c'est ça qui fait la force du truc. Tous tes combats, ils sont cohérents depuis 50 ans, donc c'est moi qui te le dis, tu vois. Donc, oui, mais c'est vrai que moi, quand je vais dans un cabinet ministériel, on me reçoit d'abord comme premier influenceur sur LinkedIn ou comme quelqu'un qui passe à la télé, qui peut dire des choses, donc comme un relais d'opinion. Moi, je me rends compte qu'il est temps qu'on se fasse reconnaître, tous, là, dans nos métiers, comme, par la performance et l'utilité sociale de nos métiers. C'est ça qui. Et c'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement. Voilà, c'est ce truc-là qu'il faut absolument pas gâcher, quoi, Michel Édouard Leclerc. Et puis c'est pas que la caissière, c'est tout l'ensemble. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Madame Lambert, dans une réunion avec un ministre. Madame Lambert, FNSEA. FNSEA rappelait d'ailleurs que tout ça n'a pu fonctionner aussi que parce que toute la filière agroalimentaire derrière a suivi. Parce qu'il faut pas oublier, les transporteurs, ils avaient autant d'absentéisme, ils avaient des problèmes toute la logistique a été bousculée. Donc c'est toute une filière agroalimentaire qui a été à l'honneur. Et nous en sommes la vitrine, une vitrine efficace, mais c'est toute cette filière qui est à l'honneur. Moi j'ai l'impression, le truc, il se trouve que c'est une pure coïncidence, mais hier il y avait la patronne de Schneider Electric en France qui a raconté, je crois que non plus ça n'avait pas été vraiment raconté, comment avec Air Liquide et 2 autres acteurs industriels, ils ont fait ensemble 60 000 respirateurs en, je crois, 3 semaines, quand on en faisait au maximum 1000 par an. À un moment... C'est la démonstration qu'il faut faire confiance à l'entreprise, non, Michel Édouard Leclerc? On l'a bien vu sur les masques. Oui, mais... Il n'y en avait pas. On nous a fait des procès. Il y a des hommes politiques qui nous ont dit vous avez fait des stocks, vous avez fait la spéculation. Nous, on n'en avait pas. C'était aussi simple que ça. Sauf qu'on n'était pas assez cons pour le dire, donc on est allé en chercher. Et vous auriez vu nos salariés se battre face à des traders qui travaillaient pour des Américains qui se rappelaient, qui aussi voulaient leurs masques, comment on s'est fait détourner des avions. Tout ça, c'est une histoire qui sera racontée. Mais c'est vrai que la période Covid nous a sortis de notre, pas ronron, mais de notre croissance linéaire ou de nos problèmes quotidiens. Et je pense qu'on va en retirer des sacrées leçons sur l'agilité nécessaire à l'entreprise. Ouais. Michel Édouard Leclerc était notre invité sur Bismarck. Merci Michel Édouard Leclerc, les centres Leclerc, Sud Radio et nous, les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismarck, 19h30, 20h.